Ami de Oudir, donc parent d'élèves élu dans le groupe scolaire PNTOP France et membre du conseil départemental de parents d'élèves de la Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, il est question en fait de pollution et leurs effets sur les établissements scolaires. Donc on aura la réaction de Jody Soré de l'UNICEF et du président de l'association Respire qui se bat et qui milite pour améliorer la qualité de l'air aux abords justement des établissements scolaires en travaillant sur quelques thématiques comme l'installation de microcapteurs chez les gens. Voilà, donc le thème de cette conférence formation est la pollution de l'air et l'établissement scolaire. Et on voit 93% des morts ne sont pas liés aux épisodes de pic de pollution. C'est bien au niveau de fond de la pollution qu'il faut s'intéresser et en moyenne annuelle sur les graphiques de Air Paris ou des associations qui travaillent justement sur l'amélioration de la qualité de l'air. En fait, ici, on a une pyramide des effets de la pollution sur l'être humain. Donc, en fait, en haut de la pyramide, on a en fait les populations les plus fragiles et qui développent justement des pathologies lourdes qui peuvent pousser jusqu'au décès. Et ici, on a en fait toutes les personnes qui subissent la pollution, mais qui ne génèrent pas en fait de problèmes de santé. Donc, et les enfants se retrouvent, ainsi que les personnes âgées et les personnes sensibles à la pollution, en fait, dans le haut de la pyramide. Un tableau que j'ai essayé de refabriquer moi-même sur les seuils de pollution définis par l'OMS cette année, en septembre 2021. Donc, le seuil de référence, il est là, vous le voyez. Le seuil sur lequel se basait avant septembre 2021 toutes les études de pollution, quand on vous dit non, vous inquiétez pas, votre quartier ne dépasse pas les seuils de pollution, bah, on se servait en fait concrètement de cette colonne. Et je vous montre aussi les seuils européens. Pourquoi j'ai mis ces trois colonnes? J'ai mis ces trois colonnes déjà que les seuils européens, on voit bien qu'ils sont au-delà des seuils recommandés par l'OMS. Donc l'Europe n'est pas vraiment regardante sur les effets sanitaires de ces polluants. Il n'y a que l'OMS qui fait ce genre de choses. L'OMS a revu ces seuils parce qu'elle a vu qu'il y a eu une amélioration au niveau des pollutions. Et donc, ils se sont dit, maintenant qu'on a descendu en fait certaines concentrations par rapport à avant, il faut travailler en avant justement pour les baisser encore plus et contraindre les fabricants d'automobiles à améliorer leur dispositif d'émission de polluants. Donc là, un exemple pour les PM2,5, ils les ont divisés par deux, ils sont descendus de moitié. Ce qui nous intéresse, c'est plus, comme je vous disais, les valeurs annuelles. Hein. C'est elles qui créent vraiment des maladies chroniques par rapport aux pics et aux valeurs journalières. Donc pour les NOx, par exemple le dioxyde d'azote, vous voyez bien que l'OMS l'a divisé par 4, qui reste toujours le même hein, au niveau européen. Ils n'ont pas toujours bougé. Et donc on voit que ces seuils de pollution actuels remettent en cause tout ce qui a été publié jusqu'à présent, comme je disais, sur les seuils de pollution. On met à dresser un état des lieux détaillé de la pollution de l'air à proximité de tous les établissements scolaires d'Île-de-France. Le constat était déjà très préoccupant avec les anciens seuils de l'OMS datant de 2005. L'autoroute A1, l'une des autoroutes les plus roulantes d'Europe, et un échangeur autoroutier, le vrai échangeur de la Courneuve, il est là. Il est magique, il est là, il est juste là. Et ce groupe scolaire est dans ce triangle, ça me dit de mettre un groupe scolaire confiné. On n'entend pas parler. On entend parler de Playel parce que voilà, il y a des gens qui se battent. Mais qu'en est-il de ces enfants qui sont dans le groupe scolaire Rosenberg? Le troisième site, voilà, il est là, donc juste à côté, c'est le groupe scolaire Pleine de France, pareil, hein, dans une situation un peu plus critique parce que là, on l'enclave complètement dans une circulation en fait, qui va l'emprisonner complètement dans l'échangeur.
Le groupe Rosenberg, il y avait encore un côté qui était un petit peu épargné, quoique. Mais là, c'est carrément le groupe scolaire qui est mis qui est emprisonné dans cet échangeur. Et ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'une classe de 80 gamins, l'une des plus grandes de Saint-Denis. Elle est à 150 mètres de la bretelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, concrètement, ces deux établissements enfin, les occupants sont en bon. Là, je vous montre l'impact des infrastructures qui sont en train de se construire à Pleyel. Donc, je vous parle de l'échangeur et du FUP, le franchissement urbain Pleyel, qui va relier la plaine Saint-Denis pour rejoindre le Stade de France et Pleyel ici. Donc, en fait, ils fabriquent le diffuseur. Moi, je l'appelle le diffuseur, on l'appelle aussi l'échangeur à Pleyel, complété. Pourquoi? Parce qu'ils veulent relier le village des athlètes en 2024 au village des médias. Donc, il y aura 1500 journalistes. En fait, voilà le cheminement futur pour lequel on crée un échangeur complet à Pleyel. Donc voilà, vous partez du village olympique et vous prenez le Parodiezan, là où vous avez le groupe scolaire Rosenberg, si vous vous souvenez, et vous partez au village des médias et vice-versa. Donc vous pouvez faire ce cheminement tout le temps sur les 15 jours ou durant les. Par contre, cet échangeur restera malheureusement après la fin des Jeux Olympiques. On nous dit souvent que entre Porte de Paris et Pleyel. Quand on connaît les dossiers, qu'on est dessus depuis plus de 3 ans, on peut dire une chose, c'est que la suppression des bretelles ici va aggraver la situation. Elle ne va pas l'arranger pour les gens qui habitent à Porte de Paris et pour les gens qui vont habiter les futurs habitants de la plaine Saunier. Comment? On ferme les bretelles ici, le barre-liaison étant toujours saturé, les voitures sortiront de la Fontaine, et tous les groupes scolaires dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui sont un petit peu épargnés aujourd'hui, ils sortiront ici parce que leur GPS va chercher le dernier diffuseur par où sortir pour rejoindre Pleyel, l'A86. Comme cet échangeur n'est pas efficace, ça va vous faire sortir d'une autoroute pour rejoindre une autoroute de territoire qui sera inondé de polluants. Donc, le fait de vous dire la pollution entre Porte de Paris et Pleyel en fabriquant un échangeur complet ici, donc on va bien charger le quartier Pleyel, on va décharger un petit peu la Porte de Paris, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Et la preuve en est, je vous ai dit, ce circuit, on va stocker de la bagnole au lieu sur 1,2 km, on les stockera sur 2,4 km. Donc, merci, hein, la DIRIF nous dit merci, parce qu'on va stocker les autoroutes à des heures de pointe sur 2,4 km de nos rues dans notre territoire. Et les gens qui sont à côté, les établissements scolaires, les hôpitaux, ceux-là, ils vont installer des capteurs. Aujourd'hui, on a tous ces capteurs qui sont là, donc à côté du groupe scolaire, dans le quartier, quadriller un peu le cœur du quartier pour connaître l'évolution de la pollution. Ce ne sera pas des relevés exacts comme Paris, Air Paris, quoique, il faut me dire qu'il y a une corrélation, ils ont démontré une corrélation entre les valeurs données par ces petits capteurs qui ne payent pas de mine et la station Air Paris qui est juste à côté du Stade de France. Ils ont vu que les crêtes et les creux correspondent exactement. Les valeurs. Je connais des parents parisiens, des parents qui sont en dehors de France, avec lesquels je suis en contact, et je me rends compte que la problématique nationale, elle n'est pas locale, elle est nationale. Chacun se bat en fait dans son coin pour essayer d'améliorer la qualité de l'air aux abords de son établissement. Et nous avons réfléchi à une possibilité de pousser vers la promulgation d'une loi. Les enfants ont le droit d'apprendre dans un environnement sain. L'air qu'ils respirent tient une place importante. Donc, Tenerinucci, le président de Respire, qui nous a permis justement d'installer ces capteurs dans le quartier pays. À toi, Tony. Merci beaucoup, Amit. Désolé pour mon intervention un peu abrupte. Donc, bonjour à tous, Tony Renucci. Je suis le directeur général de l'association Respire, dont Hamid a parlé pendant son exposé. Hamid, est-ce que tu pourrais juste diffuser à tout le monde le lien que je t'ai envoyé avec les courbes de pollution autour de Pleyel? Voilà, donc pour vous faire un retour par rapport à ça et vous expliquer comment ça s'est passé.
Donc sur Playel, il y a 5 microcapteurs qui ont été installés où on a regardé les données de PM2,5, c'est-à-dire les particules fines. Donc aux abords du carrefour Playel à Saint-Denis, ces capteurs ont été installés depuis le mois de juin. Tu peux descendre un petit peu la page, Annie. Donc juste pour vous expliquer un peu le process qu'on a mis en place, on a récupéré les données brutes issues des capteurs, on a lissé les données. On avait un problème d'émission sur un des capteurs. Il y avait des valeurs qui parfois n'étaient pas toujours fiables, notamment à cause de l'humidité. Et donc une fois qu'on a fait ça, pour vérifier que nos mesures étaient crédibles, on a regardé la corrélation avec la station AirParif, c'est un petit peu plus bas à mid. Donc la station AirParif de mesure, elle est située à proximité de l'A1. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une très bonne corrélation entre nos mesures et les mesures d'AirParif, ce qui prouve que les mesures des microcapteurs sont crédibles. Ça, c'est intéressant. Alors, si on descend un petit peu, encore, voilà. Donc là, vous voyez la corrélation. Et donc ça, c'est voilà. Maintenant, ça, c'est ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est les données par heure et par jour de la semaine. Donc, pour rappel, il y a une limite de concentration annuelle des particules fines qui est de 5 microgrammes par mètre cube. Et il y a une limite journalière qui est à 15, mais sachant que c'est déjà une mesure un peu exceptionnelle, c'est-à-dire que elle est acceptable seulement dans 1% des cas. Ce qui veut dire qu'il normalement, il faudrait arriver à 15 uniquement dans 1% des cas. Alors, si vous regardez les courbes avec la médiane, vous voyez qu'on est constamment au-dessus de 5 microgrammes par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, notre courbe à nous, c'est la courbe orange, hein. Celle la bleue, c'est AirParif. Ça veut dire qu'on a 50% des valeurs mesurées par nos microcapteurs qui sont au-dessus des 5 microgrammes. Vous pouvez le voir sur toutes les courbes de la semaine. Donc, on dépasse en permanence les recommandations de l'OMS en termes de particules fines. Si vous regardez le percentile 90%, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 10% des valeurs sont au-dessus des données qu'on a sur nos courbes. Donc, ça veut dire qu'on a des dépassements. Et en fait, on préfère vous montrer ça plutôt que la moyenne, parce que la moyenne, c'est trompeur, on ne voit pas les dépassements. Là, vous savez que 10% des valeurs sont au-dessus d'une donnée. Donc, par exemple, vous voyez qu'on a des dépassements qui sont au-dessus de 15 quasiment tout le temps. Alors que 15, c'est la limite journalière qui est acceptée par l'OMS uniquement dans 1% des cas. Vous voyez bien que nous, on la dépasse quasiment tout le temps. Exactement. Et enfin, la dernière partie, c'est la probabilité de dépasser la valeur de 15. Et là, nous, ce qu'on voit, donc c'est en pourcentage, et ce que vous voyez, c'est qu'on a une probabilité élevée qui est de l'ordre de 20 à 50%. Donc, on a 20 à 50% de probabilité de dépasser le seuil de 15 microgrammes par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces données, ça veut dire qu'on est déjà dans une situation qui est critique, avant même que l'échangeur autoroutier ait été finalisé, que les travaux soient terminés, où on dépasse les recommandations de l'OMS, alors même que l'échangeur n'est pas encore en fonctionnement. Voilà, donc pour récapituler, on a des microcapteurs qui donnent des données qui sont crédibles, qui constatent les dépassements de concentration de particules fines et une situation qui est déjà critique, qui est déjà au-dessus des recommandations de l'OMS, alors même que l'échangeur autoroutier n'est pas encore en fonctionnement, ce qui veut dire qu'une fois qu'il sera finalisé, on aura une pollution aux abords de l'école PIL qui sera d'autant plus nocive, y compris pour les enfants de cette école. Et juste quand même pour vous donner quelques pistes de solutions, mais je pense qu'elles ont été abordées par Ami d'avant, ce qu'il faut vraiment, c'est sanctuariser les abords des écoles pour qu'on ne puisse plus avoir des ouvrages et des projets de construction d'échangeurs autoroutiers à proximité des écoles. C'est ça qui n'est pas normal en fait dans ce pays, parce que on n'a pas suffisamment pris en compte les risques liés à la pollution de l'air. Et effectivement, j'ai parlé du projet d'Amid à deux députés, donc Claire Pitola, qui est députée des Bouches-du-Rhône et qui préside un groupe d'études air et santé, qui, elle, a porté des amendements pour créer ce qu'on appelle des rues scolaires, c'est-à-dire la possibilité de donner aux maires le pouvoir, la capacité d'imposer des rues où tout simplement on apaise, on réduit, voire on supprime le trafic à proximité des écoles pour lutter contre la pollution de l'air aux abords des écoles
et qui frappent les enfants. Et j'en ai également parlé à Jean-Luc Fugit, qui est député, je crois, vers Lyon, et qui est président du Conseil national de l'air, et qui est aussi très intéressé par ce sujet. Voilà. Bon, on arrive en fin de mandature, donc c'est vrai que c'est pas évident de pousser des nouveaux sujets, mais c'est des choses qu'on garde en tête pour la prochaine mandature et pour les futurs parlementaires qui travailleront sur ce sujet. Voilà. Bon. Ben, merci à vous tous. Je vous laisse et bonne fin de réunion. Je vous laisse donc avec Joël Serret, chargé de la communication avec les pouvoirs publics, qui fait partie de l'UNICEF France. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir échanger sur la question de la pollution de l'air et notamment de l'exposition des enfants à la pollution de l'air. Comme vous le savez peut-être, l'UNICEF a lancé depuis 2019 une campagne sur les effets de la pollution de l'air sur la santé des enfants. Et c'est donc un sujet sur lequel nous travaillons depuis maintenant plus de 2 ans, bientôt 3 ans. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir un peu plus en détail sur l'exposition des enfants à la pollution de l'air en ville, et puis sur l'impact de cette exposition sur la santé des enfants. Alors, je reviendrai là-dessus en vous parlant notamment de certaines connaissances scientifiques et médicales que nous avons aujourd'hui sur le sujet. Et puis enfin, je reviendrai un peu plus en détail sur les recommandations que nous portons avec le réseau Action Climat pour limiter l'impact de la pollution de l'air sur la santé des enfants. Alors, pour commencer, on sait qu'en France, les enfants sont particulièrement exposés à la pollution de l'air. On estime que 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France. C'est un chiffre de l'OMS. Il y a aujourd'hui peu de données émanant des pouvoirs publics français sur l'exposition des enfants à la pollution de l'air. Mais donc nous, quand nous avons commencé à travailler sur ce sujet, c'est vraiment ce chiffre de 3 enfants sur 4 auquel nous nous sommes rattachés. Donc 3 enfants sur 4, c'est un chiffre qui est quand même très élevé et qui s'explique notamment par le fait que 80% des Français vivent en ville. Et en ville, il y a plusieurs sources de pollution atmosphérique, mais notamment une source que nous ciblons plus particulièrement qui est le trafic routier. Alors pourquoi nous le ciblons plus particulièrement? Déjà parce que le trafic routier est le principal émetteur de dioxyde d'azote, un gaz dont vous avez peut-être déjà entendu parler, également un émetteur très important, en particulier près des axes routiers majeurs, de particules fines. Et donc, ce sont des émissions particulièrement toxiques pour la santé, et c'est pourquoi nous les ciblons dans notre campagne. Et puis, il y a aussi une particularité, c'est que le trafic routier, contrairement à la plupart des autres secteurs émetteurs de polluants, a assez peu progressé, en fait, ces dernières années. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec le travail de plaidoyer que nous menons, nous essayons de faire évoluer les comportements, de faire évoluer les politiques publiques, de sensibiliser aussi le grand public sur les impacts du trafic routier sur la pollution de l'air et donc, in fine, sur la santé de tous, mais aussi la santé des enfants. Parce que, voilà, vous le savez certainement, mais l'UNICEF est l'agence des Nations Unies qui travaille au respect des droits de l'enfant dans 190 pays dans le monde. Et donc, évidemment, pour nous, la santé de l'enfant et de la mère aussi sont vraiment les principaux sujets de mobilisation. Donc, comme je vous le disais, les villes françaises, en particulier les grandes villes, sont très polluées en France. Pour cette raison-là, d'ailleurs, on a régulièrement des alertes de la part de l'Union européenne, notamment récemment de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que dans de nombreuses villes en France, les normes relatives à la qualité de l'air ne sont pas respectées. Et donc, c'est une véritable préoccupation pour les impacts qu'il peut y avoir sur la santé des habitants de ces grandes villes. Donc, je le disais, c'est le cas dans les grandes villes, c'est également le cas dans les villes moyennes aussi. En fait, on sait que plus on habite près ou plus on fréquente régulièrement les abords d'un axe routier majeur, plus il y a de risques de développer des maladies. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail. Mais donc, les villes sont très polluées. Les enfants qui vivent en ville sont de fait très exposés parce que bien souvent, leur logement va être dans la ville où
en périphérie, mais les écoles, les lieux de sociabilisation, les lieux de sport sont généralement dans cette ville et donc également exposés à une pollution de l'air très importante. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir aujourd'hui une cartographie précise des lieux trop exposés pour pouvoir savoir à quel point finalement les enfants sont trop exposés. Je vais prendre un exemple comme la ville de Paris, puisqu'on a pas mal de données sur cette ville-là. On estimait, alors il me semble que c'était il y a en 2018, on estimait que près de 30% des établissements recevant des publics sensibles à Paris étaient exposés à des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air. Donc, on s'aperçoit que c'est déjà beaucoup. Ça fait un tiers. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez important. Donc, pour cette raison-là, il est vraiment important de diminuer la place de la voiture dans les grandes villes. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que l'exposition à la pollution de l'air des enfants a un impact sur leur santé en tant qu'enfant, mais aussi sur leur future santé d'adulte. Donc évidemment, ça a un coût individuel, un coût humain, mais aussi un coût collectif. Puisqu'en fait, si beaucoup de personnes sont malades du fait de la pollution de l'air, ça a aussi un coût que supporte l'ensemble de la société, notamment du fait de notre système social et de santé. Donc, les impacts d'une exposition à la pollution de l'air commencent dès le moment de la grossesse. En fait, on sait qu'une femme qui est enceinte dans une ville fortement exposée à la pollution de l'air, ou bien qui elle-même vit près d'un axe routier majeur, a beaucoup plus de risques de voir son enfant développer dès la grossesse des pathologies. Alors, quelles sont ces pathologies quand on est un enfant en cours de développement dans le ventre de sa mère? Alors, en l'occurrence, ça peut être des enfants qui vont avoir un petit poids ou alors dont certains organes vont moins bien se développer. Souvent, ça peut être le cerveau ou les poumons. Donc finalement, l'enfant, parce qu'il est de petit poids ou parce que son cerveau ou ses poumons sont moins bien développés, du coup, va partir avec déjà une forme de handicap dans la vie. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, mais ça veut dire que c'est déjà une forme de fragilisation de l'organisme de cet enfant. Donc, dans ce cas-là, généralement, l'enfant va naître avec un poids un peu plus faible et donc ça peut entraîner des complications à la naissance. Ensuite, l'exposition de l'enfant pendant l'enfance, notamment les premières années, risque d'avoir un impact aussi plus important, puisqu'en fait, le corps de l'enfant, son organisme, est vraiment en phase de développement. Donc, on constate que finalement, plus l'enfant est exposé jeune, plus les risques que les impacts sur sa santé soient graves est important. Donc, on va dire que prioritairement, il faut vraiment protéger les enfants les plus jeunes. Donc, on a vraiment une attention également sur les adolescents parce que c'est une période charnière aussi où l'organisme se développe, mais vraiment la phase la plus critique, elle est vraiment entre la période de la grossesse et environ 7 ou 8 ans, où là, il faut vraiment essayer le plus possible de limiter les expositions à la pollution de l'air. Ou en tout cas, on sait que les expositions auront un impact probablement plus fort à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant a plus de risques de développer des maladies respiratoires. Ça, c'est assez instinctif. On assimile bien les problèmes de qualité de l'air à des difficultés, notamment respiratoires. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui, notamment un risque accru de développer de l'asthme, de développer des bronchites, de développer des rhumes, des allergies. Globalement, c'est tout l'organisme de l'enfant qui va être affaibli. Donc, au-delà de ces maladies respiratoires, ça va être aussi des allergies alimentaires. Parfois, d'ailleurs, souvent même, il y a des couplages entre des allergies respiratoires et des allergies alimentaires.
Et puis, ça va être un certain nombre d'autres pathologies, notamment des organismes plus fragiles, donc qui vont moins bien se défendre face à des agressions d'autres maladies. On sait que notamment, il y a des liens qui ont été faits entre la pollution de l'air et le risque de contracter le Covid. En fait, c'est que l'organisme est fragilisé. Donc finalement, quand il va se retrouver face à un agresseur, il va moins bien se défendre. Donc ça, c'est aussi un risque lié à la pollution de l'air. Et puis, il y a un certain nombre d'autres maladies pour lesquelles on fait de plus en plus le lien avec la pollution de l'air. Et là, je pense notamment au risque accru de développer du diabète et au risque accru de développer de l'obésité, et aussi des études récentes qui montrent une corrélation entre le fait de développer de la dépression et le fait d'habiter dans une zone très polluée. Donc finalement, voilà, on avait un peu cette idée que c'était essentiellement les poumons qui étaient affectés lorsqu'un enfant est exposé à la pollution de l'air, ou un adulte d'ailleurs. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. C'est vraiment tout l'organisme de l'enfant qui se trouve pollué, avec aussi des risques finalement accrus de développer des maladies à l'âge adulte. On pense notamment aux maladies cardiovasculaires. Donc voilà, c'est aussi des pathologies qui, si l'exposition de la personne ne diminue pas, risquent de se compliquer encore à l'avenir, et notamment dans la vie d'adulte. Donc ça, c'est vraiment les conséquences sur la santé de l'enfant. Et puis peut-être aussi parce que c'est un rapport qu'on a sorti récemment, une vigilance que nous essayons de mettre un peu plus en avant s'agissant des enfants vivant en situation de pauvreté. Parce que si les enfants pauvres ne sont pas toujours plus exposés à la pollution de l'air, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fonction des villes, les raisons qui font l'exposition à la pollution de l'air peuvent varier. C'est-à-dire c'est pas forcément les mêmes catégories de population qui vont être les plus exposées, qu'on soit à Paris, à Lyon, à Lille ou à Marseille. Mais en revanche, ce dont on s'aperçoit, c'est que généralement, quand on est dans une famille plus pauvre, on va avoir plus de difficultés à partir en week-end, à se mettre au vert. Voilà, c'est se mettre au vert, j'entends partir en vacances à la campagne, partir en week-end à la campagne, peut-être déménager si on vit dans une zone qui est trop polluée. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile pour des familles qui ont des moyens économiques moindres. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a vraiment une préoccupation sur l'exposition des enfants les plus pauvres à la pollution de l'air, ou des enfants tout simplement plus défavorisés, de milieux modestes, mais aussi et surtout une attention très forte sur leur vulnérabilité. Parce qu'on s'aperçoit que les enfants de milieux modestes sont généralement plus fragiles parce que, en fait, ils ont plus de risques d'avoir accumulé des facteurs fragilisants au cours de leur vie. Donc, par exemple, vivre dans un logement de moindre qualité, avec par exemple des peintures qui ne sont pas bonnes, ou avec pas assez de chauffage, avec par exemple un logement qui est mal isolé. Donc, c'est en fait un certain nombre de choses qui font que l'organisme de l'enfant est plus fragile parce qu'il a plus froid, ou alors parce qu'il a plus chaud, parce qu'il est plus fatigué, peut-être plus stressé. Voilà, c'est un certain nombre de choses, peut-être parce que son alimentation est moins bonne, parce que moins diversifiée. Voilà, c'est aussi des choses qui font que l'organisme va être plus fragile, et donc l'enfant finalement va se trouver encore plus vulnérable quand il va se trouver confronté à la pollution de l'air. Et c'est pourquoi nous avons vraiment, pardon, je m'étouffe, nous avons vraiment cette vigilance spécifique sur les enfants vivant en situation de pauvreté, et c'est pourquoi il nous semble qu'il faut avoir une attention particulière à leur endroit pour éviter qu'ils soient en plus exposés à la pollution de l'air. Donc voilà, c'est vraiment là un premier point sur la santé que je voulais voir avec vous. Et puis maintenant, je voudrais aussi m'intéresser un peu aux solutions, parce que c'est vrai que le constat est assez sombre en fait, hein. Je pense que c'est difficile pour tout le monde d'entendre ça, parce qu'on se sent forcément préoccupé, qu'on ait des enfants ou pas, de savoir que c'est aussi les jeunes générations qui vont vivre les conséquences de cette exposition à la pollution de l'air. Et donc, c'est vraiment à nous aussi de nous mobiliser. Et puis à nous, alors moi,
je pense là, je parle en tant qu'UNICEF, de se mobiliser auprès des pouvoirs publics pour que les choses changent et qu'on protège mieux les enfants en général et qu'on protège aussi mieux les enfants vivant en situation de pauvreté. Donc, les mesures que nous proposons essentiellement impliquent une réduction de la place de la voiture en ville. Alors, c'est compliqué de réduire la place de la voiture en ville parce que la plupart des villes françaises se sont vraiment développées autour de l'usage de la voiture. Donc, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui de savoir comment on se déplace si on n'utilise pas sa voiture. Donc, l'idée pour nous, ça n'est pas de stigmatiser les personnes qui utilisent leur voiture. On sait bien qu'on a besoin de se déplacer dans la vie, c'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi, en parallèle des demandes qu'on a de réduire la place de la voiture et notamment des voitures polluantes dans la ville, on demande que soient développées également des alternatives pour se déplacer. Donc, ça va être les transports en commun, ça va être notamment le vélo, donc tout ce qui est mobilité active, donc la marche, le vélo. Mais pour ça, il faut avoir des infrastructures adaptées. Si on n'a quasiment pas de place sur le trottoir pour se déplacer, ou si on n'a pas de piste cyclable et qu'on a peur de perdre sa vie à chaque fois qu'on monte sur un vélo, c'est sûr que c'est pas forcément très incitatif. Donc c'est pour ça que nous, on travaille vraiment là-dessus. Et puis quand je parle de transport en commun, l'idée, c'est pas d'attendre son bus pendant 25 minutes, parce qu'en fait, et puis que le bus soit complètement bondé quand on monte dedans. Donc ça, évidemment, c'est aussi des questions dont on parle avec les pouvoirs publics pour vraiment leur demander d'investir sur tous ces moyens alternatifs à la voiture pour qu'ensuite laisser sa voiture au parking soit quelque chose de beaucoup moins difficile et de moins contraignant. Donc quand on parle réduction de la place de la voiture, on pense notamment aux zones à faible émission. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Cela consiste dans un périmètre défini, donc généralement qui représente la ville ou alors la ville et l'agglomération, interdire l'entrée à certains moments des véhicules les plus polluants. Et généralement, c'est progressif. On commence par vraiment les véhicules les plus polluants et puis petit à petit, on essaye aussi d'évacuer les voitures qui sont polluantes en développant progressivement, comme je le disais, les alternatives. Il y a notamment une zone à faible émission qui est mise en place au niveau du Grand Paris. Et là, voilà, ça fonctionne. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler avec des critères. Et puis, au fur et à mesure, on va éliminer certaines voitures qui correspondent à certains critères pour essayer, en fait, d'améliorer la qualité de l'air dans la ville. Donc ça, c'est déjà une première mesure. C'est une bonne mesure si on prend en compte qu'elle ne doit pas être discriminante. Donc, comme je le disais, il faut accompagner aussi les personnes qui ont le moins les moyens de s'acheter une voiture propre. Donc pour nous, c'est vraiment important que ça se fasse dans cet état d'esprit-là et qu'il n'y ait pas des personnes qui se retrouvent empêchées de se déplacer parce qu'elles n'en ont pas les moyens. En tout cas, cette dimension sociale, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour l'UNICEF. Et puis, ça, c'est vraiment une mesure en fait qui va améliorer la qualité de l'air pour l'ensemble des habitants de la ville, de la zone concernée, et puis aussi des zones frontalières, donc des zones qui sont juste en périphérie de cette zone où est la zone à faible émission, si jamais les personnes, du coup, cessent d'utiliser leur voiture, parce que parfois, c'est des personnes qui habitent en dehors de la zone, qui vont soit traverser la zone, soit y aller, et donc, en fait, polluer aussi d'autres espaces en se déplaçant avec la voiture. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de pousser les personnes à utiliser le moins possible leur voiture. Et ça, c'est notamment possible concernant une autre mesure que l'on porte, à savoir la mesure des rues scolaires. Alors, la mesure des rues scolaires que l'on porte vise plus spécifiquement les enfants. En fait, on s'aperçoit que devant de nombreuses écoles, il y a beaucoup de véhicules qui déposent chaque matin les enfants. C'est les parents qui les amènent en voiture souvent avant d'aller eux-mêmes au travail en voiture. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est en fait sanctuariser en quelque sorte les abords des écoles pour améliorer à un point particulier, ce point, c'est l'école, améliorer la qualité de l'air à cet endroit-là. Souvent, on m'oppose en fait, c'est pas en fermant une rue à la circulation des voitures qu'on va améliorer la qualité de l'air. Parce qu'en fait, si tout le reste de la ville est pollué, alors ça sert à rien de fermer une rue. Alors moi, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est qu'en fait, il suffit de regarder. Il y a des associations qui surveillent la qualité de l'air et qui font des cartes en direct
pour vous montrer à quel moment, là, par exemple, en bas de chez moi, je pourrais savoir si c'est très pollué en ce moment ou si c'est un peu moins pollué que d'habitude en fonction de l'heure. Tout ça, en fait, ça s'appelle des cartes stratégiques. Et sur ces cartes stratégiques, on voit la couleur des rues. Et du coup, ça nous dit quel est le niveau de pollution dans cette rue. Et en fait, on s'aperçoit qu'aux heures où il y a peu de voitures, eh ben, la couleur, elle change et elle s'améliore. Donc, en fait, fermer à la circulation une rue, à un moment donné, va en améliorer la qualité de l'air presque automatiquement. C'est plus ou moins vrai en fonction des rues, parce que parfois, il y a des rues qui sont très peu aérées, et donc, du coup, les polluants vont stagner. Mais en fait, la plupart du temps, quand même, c'est bénéfique. Et donc, l'idée de cette rue scolaire, c'est de fermer une rue aux abords, enfin, généralement la rue qui passe devant l'école, la fermer à la circulation des voitures, bon, sauf les riverains, parce qu'on ne va pas non plus les empêcher de sortir de chez eux. Mais l'idée, c'est vraiment de fermer cette rue pour qu'en fait, les parents puissent amener sereinement les enfants à l'école à pied, à vélo, que devant l'école, ça puisse être aussi un lieu où les parents puissent se parler, où les enfants puissent faire quelques jeux avant de rentrer dans l'école, parce que du coup, il n'y a pas de voiture, donc il y a aussi moins de risques. Et puis surtout, améliorer la qualité de l'air. Donc ça, c'est une mesure qui peut avoir lieu seulement aux heures d'entrée et de sortie de l'école, ou alors toute la journée. Généralement, aujourd'hui, on s'aperçoit notamment dans les grandes villes que c'est surtout aux heures d'entrée et de sortie. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début et c'est déjà très bien parce que ça a beaucoup de vertus. Comme je le disais, les parents peuvent se parler. C'est mieux en termes de sécurité routière parce qu'on a moins peur pour la sécurité de ses enfants parce qu'il n'y a pas de voitures qui sont en train de passer, en train d'interrompre les jeux des enfants. C'est plus pratique aussi pour se déplacer à pied ou à vélo, c'est ce que je disais. Et puis, il y a cette vertu pour la qualité de l'air. Donc, nous, c'est vraiment une mesure qu'on porte parce que c'est aussi une mesure qui est facile à comprendre et qui est très ciblée sur les enfants. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important, d'avoir des mesures qui sont spécifiquement bénéfiques aux enfants parce que, comme je le disais, on a tendance à oublier un peu les enfants dans ces mesures de réduction de la pollution de l'air alors qu'ils sont les plus fragiles. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental que de mettre en place ces rues scolaires. On accompagne un certain nombre de villes aujourd'hui en France, certaines qui font partie du réseau Ville Amie des enfants, et on les pousse justement, ces villes, à mettre en place des rues scolaires pour pouvoir mieux protéger la santé des enfants. Donc, cette mesure, j'en parlais, pour nous, c'est vraiment une mesure que l'on porte. Et puis surtout, on pense que s'il y a plusieurs rues scolaires qui se mettent en place dans la ville, comme il y a aussi beaucoup d'écoles, ça peut aussi globalement permettre d'améliorer la qualité de l'air dans toute la ville. En fait, c'est initialement une mesure qui bénéficie aux enfants parce qu'autour de leur école, mais comme il y a plusieurs écoles, à la fin, ça peut faire un vrai maillage et donc permettre d'améliorer la qualité de l'air plus globalement. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on réfléchit au lien entre ces rues scolaires et puis les zones à faible émission dont je parlais. Après, il y a peut-être d'autres dispositifs dont vous avez entendu parler, notamment des zones à trafic limité. Là, c'est pareil, c'est une sorte de piétonisation qu'on va décider dans la ville pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Voilà, donc là, je vous ai parlé de mesures qui sont essentiellement des mesures qu'on porte auprès des villes, justement pour améliorer la qualité de l'air. Et après, on porte aussi, et là, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, sauf si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des compléments sur le sujet, mais aussi des mesures qui visent globalement à mieux accompagner les familles modestes dans l'achat d'un véhicule propre. Donc ça va être par exemple des prêts à taux zéro pour aider, puis aussi des subventions pour aider à l'achat de véhicules propres ou alors un vélo par exemple à assistance électrique. Voilà, comme je le disais, l'idée c'est vraiment de ne pas empêcher les gens de se déplacer, mais de se déplacer d'une façon plus propre. Et puis, je voudrais dire peut-être une autre chose, c'est que dans un sondage qu'on avait fait, alors c'était il y a 1 an et demi, on s'était rendu compte qu'en fait, la plupart des parents habitaient entre 500 mètres et 3 km de l'école de leur enfant. Et c'est une distance qui, en fait, est souvent parcourue en voiture par habitude, mais qui en fait peut très bien se faire à pied ou à vélo. Alors ça implique de changer un tout petit peu la façon dont on s'organise le matin. Parfois ça peut être aussi s'organiser entre voisins.
un matin, c'est tel parent qui va amener les enfants du voisinage, du pâté de maison à l'école, et puis le lendemain, ce sera un autre. Voilà, c'est d'autres façons de s'organiser, mais en fait, les enfants français ne font pas assez de sport. Ils n'ont pas assez d'activité physique, ce qui est déjà aussi quelque chose qui est problématique pour leur santé. Et donc, finalement, se dire qu'on va se rendre à l'école à pied ou à vélo, essayer d'en faire un moment d'activité sportive, mais aussi un moment convivial, en se disant que ça peut être le moment de parler avec ses voisins ou alors juste de parler avec son enfant de la journée qui va passer à l'école. C'est aussi bénéfique finalement, et puis ça permet de réduire aussi la pollution de l'air aux abords de l'école. On le fait pour son propre enfant, mais on le fait aussi pour les autres enfants de l'école. Voilà, donc ça, c'est des mesures que l'on porte, où on essaie aussi de sensibiliser pour faire changer les habitudes. Et puis, je voudrais avoir un mot un peu plus spécifique sur la situation dans laquelle se trouvent vos écoles, et notamment, je pense au quartier Pleyel. Typiquement, nous, on essaye de faire valoir auprès des pouvoirs publics que l'intérêt de l'enfant doit primer. Et que donc, quand des travaux publics ou quand de nouvelles infrastructures risquent d'exposer davantage des enfants, en fait, elles ne doivent pas être menées, puisqu'en fait, la santé des enfants et leur intérêt doit primer. Et là-dessus, on s'appuie notamment sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qui mentionne l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est vrai que pour nous, des décisions qui impliquent de mettre en œuvre des travaux qui risquent d'accentuer le poids de la pollution de l'air pour des enfants, pour nous, ça ne va pas dans le bon sens. Et donc, on a vraiment cette mesure qui est que quand on s'apprête à mettre en place de nouvelles infrastructures, il faut s'assurer que ça n'aura pas d'impact négatif sur la santé de certains enfants. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort que l'on porte et que l'on continuera à porter, parce qu'on s'aperçoit que pour le moment, cette priorité-là est rarement la principale priorité. Donc voilà, je vous dis en tout cas à bientôt, j'espère. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais essayer de me connecter par téléphone. Et puis, si ça ne fonctionne pas, je pourrai répondre à vos questions soit par écrit, soit par une autre vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.